Yorana, merci d'être avec nous pour ce journal d'information. Nous sommes le mardi 20 janvier. Voici les titres. La Polynésie détient un triste record mondial. 26% de la population est touchée par la goutte. Une étude épidémiologique menée sur l'ensemble des archipels sera au cœur de ce journal. La grève des contrôleurs aériens se poursuit. Les agents dénoncent un manque d'effectifs et une organisation du travail jugée inadaptée alors que le trafic aérien est à la hausse. Nous recevrons ce soir Tiarama Lehartel, représentante syndicale du mouvement. Le CIMM, de nouveau contesté à Paris. La sénatrice Lana Tetuanui accuse le gouvernement de ne pas favoriser le retour des gendarmes et policiers polynésiens. Les explications dans un instant. Le FIFO 2026 se prépare. Le festival proposera une programmation dense et engagée avec une vingtaine de films en compétition. Un rendez-vous majeur pour le documentaire que nous détaillerons avec Laura Théron, directrice générale du FIFO. Un chiffre d'abord qui interpelle et qui inquiète. 26%, c'est la part de la population polynésienne touchée par la goutte, un record mondial. Une maladie longtemps liée au mode de vie, mais dont la piste génétique est aujourd'hui étudiée à travers l'enquête Métabougou menée sur l'ensemble du territoire. Les détails avec Mélissa Chong et Jérôme Lee. Alors, est-ce que tu as la goutte? Oui. Ça a été confirmé par un médecin? Oui. Émilienne, 41 ans, a vécu sa première crise de goutte il y a 8 ans. Les douleurs articulaires intenses l'ont poussée à changer son mode de vie. J'ai pris la décision de commencer à changer, d'abord par mon alimentation, faire de l'activité physique. Et avec le suivi de mon médecin traitant, j'ai quand même changé beaucoup de choses. Lorsqu'il y a crise de goutte, les cristaux d'acide urique logés dans les articulations se solidifient et provoquent de violentes douleurs. Au quotidien, Cathy accueille les patients et réalise des prises de sang, des prélèvements urinaires et des tests oculaires, un bilan médical complet, entièrement gratuit et anonyme, mis en place pour faire avancer la recherche. Au final, je pense qu'on va s'orienter vers des nouvelles thérapies, des nouveaux traitements. Et sachant qu'au départ, la goutte, on pensait que c'était vraiment alimentaire, les protéines animales qui sont très consommées ici, mais on s'est aperçu que c'était aussi génétique. Dans le cabinet du docteur Métral, au moins un patient est concerné par cette maladie chaque jour. Nous, notre rôle en tant que médecin généraliste, c'est de vraiment travailler sur la prévention. Et puis après, les traitements, ils deviennent parfois indispensables, les traitements préventifs pour éviter les crises. C'est précisément sur l'aspect génétique que se concentre l'étude Fénois Métabogout qui espère réunir près de 2000 participants d'ici le mois d'avril. Elle va permettre de faire un état des lieux déjà génétique, mais pas que, au niveau de la goutte, mais aussi du diabète, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Il faut avoir entre 18 et 75 ans. Avoir à minima un grand-parent polynésien, d'accord, on se cible vraiment sur la population polynésienne, et homme ou femme, tout le monde est le bienvenu. Cette étude sera mise en relation avec d'autres travaux menés dans le bassin Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et à Samoa. Et prévenir, c'est aussi parler de santé mentale et rompre l'isolement. Chaque année, 30 à 40 personnes mettent fin à leur jour en Polynésie. Face à cette réalité, une journée de sensibilisation à la prévention du suicide est organisée le 5 février au lycée hôtelier. Baptisée Mahana Day, une lumière de vie pour aujourd'hui, elle vise à encourager la parole et à renforcer les actions de prévention. Autre réalité du quotidien, autre mobilisation, celle des services essentiels avec un conflit social qui s'étire dans le ciel polynésien. La grève des contrôleurs aériens se poursuit à l'aéroport de Tahiti sur fond de chiffres records. ADT confirme en effet que 2025 a été une année historique pour le trafic aérien. Pour les grévistes, ce dynamisme rend d'autant plus criant le manque de moyens humains et l'essoufflement des équipes. Nous recevons ce soir Tiarama Lehartel, représentante syndicale de l'USAC-CGT. Yorana. Yorana Ayata et bonne année à tous. Merci de m'accueillir sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est avant tout plus de contrôleurs et non pas plus d'argent. Pourquoi aujourd'hui pour vous ces effectifs supplémentaires sont indispensables? Parce que
il y a des règles, de temps de travail. Enfin, on parle quand même de la sécurité aérienne avec des agents dont l'organisation du travail est réglementée par des textes et avec des butées maximum de temps de travail, avec des temps minimum de pause réglementaire, avec aussi des droits à congé, des obligations de formation. Tout ça, toutes ces contraintes combinées, ça fait qu'il faut un nombre minimum de contrôleurs pour pouvoir assurer le roulement. Et on n'y est pas. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes 23 contrôleurs qualifiés. En dessous de quel nombre estimez-vous que le système ne puisse plus fonctionner correctement ? Alors, pour nous, fonctionner correctement, déjà, il faut définir ce que c'est-à-dire, on vient de dire qu'il y a des chiffres de trafic records, donc c'est déjà avoir ces chiffres exactement et dire combien de positions de contrôle on doit ouvrir pour assurer de façon sûre et efficace la gestion de ce trafic. Ce travail n'a pas encore été fait. Réalisé. Alors, une nouvelle organisation avec une prime financière a été adoptée par la majorité des salariés. Considérez-vous que cette réponse ne règle pas le problème de fond ? Oui, déjà, c'est une organisation temporaire et le problème de fond, c'est-à-dire, c'est vrai qu'à la question d'avant, j'ai oublié de préciser qu'il y a eu le Covid en 2020 et que l'équipe dirigeante a décidé, par rapport au Covid, donc la chute du trafic aérien, de redimensionner le centre. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du trafic, c'est plus adapté. Et donc maintenant, on nous propose une organisation temporaire qui ne règle pas le problème structurel qui est quelle est l'hypothèse de départ de dimensionnement du centre. Et de combien de contrôleurs aériens supplémentaires vous avez besoin pour que le service continue de tourner efficacement et réponde à vos demandes ? En fait, nous, on estime à 42 minimum le nombre de contrôleurs qu'il faut pour garantir toutes les contraintes réglementaires combinées et notamment garantir le fait que les agents puissent bénéficier de leur congé annuel, par exemple, ou de leur temps de pause réglementaire. Actuellement, on se demande comment on fait pour tourner à 23. C'est tout simplement que les agents se voient refuser leur congé et ne bénéficient pas des pauses réglementaires. Donc il y a plus d'heures et plus de pression aussi. Voilà, plus de fatigue. Et la fatigue dans ce métier... c'est-à-dire que l'erreur peut avoir des conséquences sur la sécurité aérienne et la fatigue augmente le risque d'erreur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait très concrètement pour que la grève s'arrête ? Un calendrier de recrutement, un chiffre ou un engagement écrit ? Tout ça à la fois, c'est-à-dire d'abord valider que les hypothèses de dimensionnement du centre soient celles de la liste 5. Liste 5, c'est-à-dire ? Alors, liste 5, c'est une organisation garantie avec un roulement en équipe. Notre centre est un organisme ouvert H24, 7 jours sur 7. Et donc, l'organisation en équipe est plus adaptée qu'actuellement des plannings individuels où chaque agent est planifié afin de... d'assurer le service. Oui, mais... on leur demande beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire on n'a pas forcément la garantie sur leur jour de repos. Un jour où ils étaient en repos, on va leur demander de venir combler une absence, etc. Et parce qu'ils ne sont pas suffisamment. Donc en fait, c'est les hypothèses de départ qu'on veut valider, donc cette liste 5, et dont découlera ensuite le chiffre que nous on estime à 42 minimum, mais ça peut être plus. Il y a 10 ans... il y a 20 ans, il y avait 46 contrôleurs. Donc, ça peut être plus, mais pour nous, c'est vraiment le chiffre plancher. Et ensuite, évidemment, pour arriver à cet objectif, définir un plan de redressement, de remontée de ces effectifs. Et nous n'excluons pas une solution temporaire qui permette, donc une réorganisation temporaire qui permette d'arriver à cet objectif. Aujourd'hui, on nous propose une réorganisation temporaire avec les mêmes hypothèses de départ. Donc, en fait, on va revenir à la case départ et c'est dommage. La grève va se poursuivre. Voilà. Merci. Et je voudrais dire aussi que dans l'organisation qui est proposée, il y a moins de chefs de tour. On demande d'avoir un chef de tour dédié à ces fonctions 24 heures sur 24.
c'est 17 heures dans l'organisation actuelle et dans l'organisation proposée, c'est 14 heures, donc 3 heures de moins de chef de tour, donc moins de sécurité aérienne. Merci beaucoup, Tiarama Luhartel, pour toutes ces explications. Le conflit se poursuit donc à la tour de contrôle de Tahiti sur fond de manque d'effectifs et de désaccords sur l'organisation du travail. Merci. Merci. Autre sujet sensible, le retour des fonctionnaires ultramarins. La nuit dernière au Sénat, la sénatrice polynésienne Lana Tetuanui a interpellé le gouvernement sur la mobilité des gendarmes et policiers en Polynésie, qualifiant le CIMM de foutaise, un dispositif pourtant censé favoriser le retour des originaires, mais jugé aujourd'hui inefficace. Chiquita Teiva, Mirko Vanfo. Le critère du Centre des intérêts matériels et moraux, le CIMM, mis en place pour privilégier les originaires des collectivités ultramarines, n'est que foutaise, excusez-moi du terme. La sénatrice Lana Tetuanui ne mâche pas ses mots sur les difficultés des fonctionnaires d'État polynésiens à revenir au Fénois. D'après elle, les critères exigés pour décrocher le sésame du CIMM relèvent d'un véritable parcours du combattant. Par exemple, pour Moyata, elle a dû patienter 8 ans avant que son mari engagé à la brigade de gendarmerie de Vendée obtienne son affectation au pays. Il y a encore d'autres Polynésiens, ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent, qu'ils demandent et ils n'ont pas de retour positif. En tout cas, les critères que mon mari avait remplis, c'était, je pense comme tout le monde, les épreuves sportives, l'OPJ. Et puis le fait aussi, je pense qu'il avait aussi mis l'accent sur le fait qu'on soit aussi une famille éloignée. Pour Teina Wallace, syndicaliste FO, il est temps de changer la donne. Le recrutement des jeunes Polynésiens est en péril depuis plusieurs années et milite pour une reconnaissance claire des critères d'affectation. Nous, l'organisation syndicale CSTPFO, on a porté au Congrès auprès de la Confédération Force ouvrière, on a demandé la suppression pure et simple du CIM. Aujourd'hui, ça porte le débat. Le fait d'être né au Fénois, ça n'a pas grand importance dans le dossier? Je vais te citer un exemple tout simple. L'année dernière, on a eu un renfort de 10 policiers. Sur les 10 policiers, 2 originaires. 2 Tamari Maori qui sont revenus, le reste, Papana. On a passé un concours national avec une affectation à la clé nationale. Donc c'est souvent le critère qui est mis en avant et qui malheureusement met à difficulté l'application de ce principe juridique qui est le CIMM. Selon la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, la mobilité des gendarmes et des policiers se fera suivant les critères exigés du CIMM, un combat qui sera encore long et difficile. Autre sujet de société, la lutte contre les violences intrafamiliales. En Polynésie, le phénomène reste préoccupant, avec plus de 500 affaires jugées en 2025, majoritairement des femmes victimes. Face à ce constat, l'Université de la Polynésie organise jusqu'au 23 janvier la première semaine du droit pénal, un cycle de conférences ouvertes au public pour mieux comprendre et mieux agir, notamment à la lumière des évolutions récentes de la loi sur les violences et le consentement. La présidente de la Cour d'appel répond à Sandroli. Depuis l'année dernière, la conversation sociale est en cours en Polynésie française sur la question des violences faites aux femmes. Nous avons lancé le 25 novembre le premier observatoire des violences faites aux femmes en Polynésie. Et donc cette semaine du droit pénal à l'Université de la Polynésie française s'inscrit dans la logique de cette conversation qui se poursuit en 2026 en Polynésie. Réfléchir aux violences faites aux femmes, c'est sans cesse chercher à faire mieux pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi faites aux enfants au sein des familles pour améliorer le fonctionnement social. Et dans ce contexte de lutte contre les violences, une affaire judiciaire très suivie a été examinée ce matin au tribunal de Papeete. À 2 mois des élections municipales, le candidat déclaré à la mairie de Papeete, René Temeharo, devait répondre de faits de harcèlement et de dégradation sur son ex-compagne. Si la première accusation n'a pas été retenue, l'ancien ministre écope néanmoins d'une amende de 80 000 francs pour les dégâts matériels. À suivre sur notre site internet, dans l'enquête sur la chute mortelle d'un arbre à Papeete en 2024, plusieurs responsables municipaux, dont le maire Michel Buyard, ont été entendus par les enquêteurs. On parle maintenant cinéma et création. Le FIFO 2026 se prépare déjà du 6 au 15 février à la Maison de la Culture. Le Festival international du film documentaire océanien proposera une programmation engagée mettant en lumière les voix de l'Océanie et la nouvelle génération de cinéastes. Pour en parler, nous recevons ce soir Laura Terran, déléguée générale du FIFO. Yarana.
Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le FIFO s'annonce comme une édition très forte. Si vous deviez résumer l'esprit de cette nouvelle édition en quelques mots, quel serait-il ? Cette édition est dédiée à Marie Valleux, donc je pense que c'est son esprit qui va nous accompagner tout au long de cette 23e édition. Donc Marie Valleux nous a quittés en novembre dernier. Nous avons choisi avec la FIFO de lui dédier cette édition. Alors justement, en quoi sa vision continue-t-elle de guider le FIFO aujourd'hui ? Mariva a été déléguée générale du FIFO pendant cette édition et sa vision et sa passion pour les cultures, les peuples de l'Océanie ont marqué le FIFO et ont prolongé la volonté d'inscrire ce festival dans sa région et de promouvoir à travers toute la programmation que l'on fait, les voix autochtones et les créateurs du Pacifique. Cette année encore, la sélection interroge les grandes questions de nos sociétés océaniennes. Identité, mémoire, résilience, justice sociale. Qu'est-ce qui marque particulièrement la programmation 2026 ? Le FIFO n'a jamais eu de thème annuel. Chaque année, on est guidé par les thématiques qui sont portées dans les films. Et ces films, ils sont faits en Océanie, ils sont récents, donc ils sont véritablement le reflet de nos sociétés et de tous les pays du Pacifique. Donc cette année, on a choisi de créer des thèmes transverses sur les différents films. Donc c'est les moments où on donne rendez-vous sur le Papahiro de la Maison de la Culture pour proposer des tables rondes, des moments de médiation autour des thématiques des films. On a renommé ces rendez-vous FIFO Talks About Oceania parce que l'idée c'est de parler de l'Océanie comme une région et donc là on a retenu 7 thèmes qui sont le reflet des films représentés au FIFO, essentiellement des films en compétition, mais on va parler exactement du type de sujet que vous parlez dans le journal télévisé, c'est-à-dire on va parler de santé mentale, on va parler des femmes, on va parler de l'environnement et puis aussi des conséquences de nos sociétés qui portent tous des traces postcoloniales. Avec l'Oceania Lab, les FIFO Talks et le retour de l'Oceania Impact Pitch, le FIFO joue aussi un rôle structurant pour la filière audiovisuelle. Concrètement, qu'est-ce que cela apporte aux créateurs du Pacifique ? C'est un moment de rendez-vous et puis c'est un moment aussi peut-être pour, j'allais dire réconcilier, mais c'est pas le bon terme, pour faire se rencontrer le Pacifique francophone, le Pacifique anglophone et le Pacifique hispanophone, permettre de créer des coopérations régionales. Le Pacifique est morcelé par les États qui est notre géographie aujourd'hui, notre géopolitique aujourd'hui, et donc c'est permettre de se rencontrer et de peut-être promouvoir des projets ensemble et puis de penser Australie dans les territoires français, de penser Aotearoa en Polynésie, etc. Alors, très rapidement, Laura, pourquoi faut-il absolument vivre le FIFO 2026, que l'on soit passionné de cinéma ou simple curieux ? Parce que l'audiovisuel, c'est au cœur de nos vies au quotidien, parce que le FIFO, c'est gratuit pour tous les scolaires, parce que le FIFO, c'est gratuit pour les moins de 26 ans, et parce que parler de nous, c'est parler de nous et faire vivre les voix autochtones, c'est important dans notre région. Merci beaucoup, Laura Théran, pour toutes ces précisions. Je rappelle que le FIFO se tiendra du 6 au 15 février à la Maison de la Culture et qu'il se vivra également en ligne. Merci beaucoup. Et toujours autour de la création audiovisuelle, un pitch pour convaincre face à des professionnels. Des étudiants de l'université ont présenté leur projet dans le cadre du campus du scénario. Un exercice exigeant pour défendre une idée et faire leur premier pas dans le cinéma. Ismaël Tahiata, Patrick Sing Sing. C'est un trésor qu'ils gardent à l'abri des regards. Ce scénario est l'aboutissement de 5 longs mois d'écriture. Eux ont choisi de parler du Oritaiti. Face à eux, un jury composé de scénaristes et de producteurs. Ils ont aimé aussi cette face cachée dont on a parlé, donc pas que le spectacle, la scène, mais aussi les enjeux familiaux, sociaux, personnels, scolaires. Tout le monde a fait à peu près des séries un peu policières, des enquêtes. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi on devrait faire la même chose ? Pourquoi on ne partirait pas sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, notre culture ? Le projet Campus du scénario a été lancé par la Cité européenne des scénaristes. Cette formation à distance a tout de suite intéressé la filière lettres et arts. Ça a été une vraie volonté d'ouvrir aux étudiants de toutes les filières. Donc voilà, ils viennent des lettres, mais aussi on a des sciences de la vie et de la terre, une étudiante en mathématiques, en langue étrangère appliquée, etc.
Eux ont opté pour une fiction. La série fantastique parle d'un monstre marin légendaire, le Tanya. On était un peu curieuse de savoir comment est-ce que le monde du cinéma y fonctionnait, comment ça se passait derrière en fait les séries qu'on regardait, et du coup on s'est toutes dit qu'on allait se lancer dans cette aventure. L'objectif, initier les étudiants à l'écriture de scénarios, leur donner envie de s'intéresser à l'audiovisuel. L'enjeu, c'était vraiment de performer, de montrer que on s'intéresse au scénario, qu'on s'intéresse à l'audiovisuel, et de montrer aussi que le groupe France Télévisions prépare la relève pour que demain matin, nous puissions avoir des jeunes formés, surtout dans les régions ultramarines. 6 groupes de scénaristes en herbe ont participé à la première édition du campus du scénario. Leur assiduité sera récompensée par un bonus de 0,5 sur leur moyenne de dernière année. Et on y revient pour conclure cette édition. L'enquête Métabogout se poursuit actuellement sur l'ensemble des archipels afin de mieux comprendre le rôle du facteur génétique dans la goutte. Près de 2000 participants sont attendus d'ici avril avec un objectif, faire progresser la recherche et améliorer à terme la prévention et les traitements. Et juste avant de passer au programme télé, une information météo importante. Les îles de la Société sont placées en vigilance orange pour la pluie. À Tahiti et Moorea, des averses soutenues, parfois orageuses, sont attendues jusqu'à jeudi. La prudence est recommandée. Et juste après votre journal, votre programme télé avec ce soir ce téléfilm Ness et Ryan, suivi de la série Legacy. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 janvier. Demain, vous retrouverez Marouki Duri. Merci de votre fidélité et excellente soirée sur La Première. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.